Alors il existe bien des formes de violence, donc on parle beaucoup des violences conjugales. Il y a bien sûr des violences familiales qui s'exercent au sein des familles sur et contre les enfants, et jusqu'aux violences aujourd'hui dites gratuites, qui s'observent de plus en plus dans le champ, on va dire, de la ville, de la rue, et, euh, et qui prennent de plus en plus de place. Alors c'est vrai que les violences, on va dire dites conjugales, elles prennent des formes qui sont soit verbales, soit physiques, jusqu'à sexuelles, soit même économiques. Et les violences psychologiques sont quand même les plus fréquentes et les moins visibles. Elles peuvent se traduire par toutes ces violences, par des insultes, des menaces, des intimidations, du chantage, du dénigrement, des propos, des attitudes dévalorisantes, voire du harcèlement, des coups et ou des blessures, et puis toute forme d'injonctions paradoxales qui sont en fait terribles, parce que ça plonge dans un désarroi en fait émotionnel et une impossibilité à comprendre, à gérer et donc à faire face. En tout cas, à chaque fois, le but de là ou des violences, c'est de contraindre, d'abîmer, de dominer, voire même de détruire, voire même de tuer, et donc avec ou sans raison, et la plupart du temps avec ou sans conscience. Donc il convient de dire que c'est une façon d'avoir le contrôle, de l'exercer, et que derrière, ça veut dire que si on souhaite avoir le contrôle, c'est que derrière, bien sûr, il y a la peur de le perdre. Donc c'est souvent alimenté par un sentiment, ou en tout cas ça révèle un sentiment, une croyance d'impuissance, et pour avoir le sentiment d'être puissant, il faut aller jusqu'à attaquer l'estime de soi de l'autre, et donc en faire quelque chose qui aura de moins en moins de vitalité. Donc c'est un peu comme la vider de son énergie. Donc bien sûr que chaque violence résulte d'un sentiment de frustration, mais c'est vrai que la violence, et je vais dire à chaque fois toutes les violences, engendrent de toute façon des souffrances, de la détresse, de l'isolement, une perte de confiance avec des pathologies plus ou moins graves physiquement. Ça peut aller de la perte du sommeil jusqu'au, voilà, des douleurs physiques, jusqu'à des états de stress assez profonds, psychologiquement à des états anxieux, dépressifs, à des problèmes relationnels, affectifs, à des difficultés dans le prolongement de la sphère sociale, professionnelle. Donc il y a vraiment des incidences qui sont très 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 marquantes et très profondes, et la plupart du temps assez durables. Alors les hommes, parce qu'on va rester dans le schéma dominant, qui est que les couples hommes-femmes, c'est la plupart du temps les hommes qui sont violents, mais bien évidemment les femmes le sont aussi, même s'il est peu courant ou moins convenu d'en parler, de parler de la violence des femmes sur les hommes. Et bien sûr aussi, sur un autre champ du couple, les couples homosexuels n'échappent pas du tout à la violence. Donc, si on essaie de brosser un profil, on va dire, psychologique de ceux qui sont violents, et pour garder, on va dire, le schéma classique et le plus souvent étudié qui concerne les hommes, et comme je l'ai dit, il ne faut pas le réduire à eux, mais pour simplifier, on va le faire ainsi. Donc c'est vrai qu'il est souvent question d'immaturité affective, qui se traduisent au niveau relationnel et jusqu'aussi au niveau sexuel, mais c'est aussi des personnes qui peuvent avoir un ego élevé ou peut-être égocentré, donc vraiment centré sur eux, des troubles narcissiques ou des troubles dépressifs, et des profils proches des profils toxicaux, avec des dépendances affectives, relationnelles très très fortes, des personnes qui peuvent être très 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 jalouses, besoin d'être aimées, valorisées, voire même idéalisées. Donc ça reflète vraiment des troubles plus ou moins importants de la personnalité. Donc c'est vrai que ces hommes peuvent être un petit peu, je dirais, comme à l'ancienne, avec des guillemets, où les femmes sont des serviteuses, ou des hommes plus autoritaires, qui aiment l'ordre et l'autorité, des hommes qui, de par leur ego et leur positionnement, se placent comme étant ceux qui ont le savoir, la compréhension, la connaissance, y compris sur la vie ou la réalité de l'autre. Des hommes aussi qui peuvent être des mauvais perdants, qui veulent toujours avoir raison,
et ou avoir le dernier mot. Donc, une fois encore, on retrouve la notion de contrôle. Et des hommes qui sont peut-être des fois plus sensibles, mais au sens de jouer de ce sentiment d'être comme victime de sa partenaire et d'utiliser la culpabilité comme levier pour l'avoir toujours sous domination. Donc le but, là encore, c'est de garder le contrôle, jusqu'à même exiger une sorte de sacrifice de l'autre, c'est-à-dire que l'autre doit tout faire pour que cet homme-là aille bien. Donc aller jusqu'à s'oublier, voire se négliger, voire supporter un ensemble de choses pour que la relation fonctionne et que cet homme aille bien et, euh, et maintenir comme ça une sorte de pseudo-équilibre, de pseudo-relation. Donc c'est vrai que les femmes sont toutes différentes, il y a des profils très 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 différents de femmes, mais il y a en tout cas des femmes qui fonctionnent à des rythmes différents. Des femmes qui vont aller sur des séparations, on va dire, rapides, qui vont, d'autres qui vont peut-être voir la relation comme quelque chose qu'il faut résoudre ou améliorer. Donc à faire toujours leurs preuves ou faire des progrès ou faire mieux pour y arriver. Et puis aussi ce profil qui est donné toujours une chance, y croire encore et encore. Et puis ben toujours et encore essayer. Et puis se donner en tant que femme la possibilité, et je veux le dire encore, d'y arriver. Moi, je me rappelle, alors il se trouve que sur mon parcours de femme et de couple, j'ai rencontré une relation, dans mon expérience du coup, de violence, hein, quelqu'un qui a été violent avec moi. Et je me rappelle la toute première fois qu'il m'avait interpellée, où en fait, à mon domicile, hein, on vivait pas encore ensemble, il a cassé un objet, en fait, il s'est énervé, il a cassé quelque chose. Et alors évidemment que ça m'a interpellée, mais ça ne m'a pas fait réagir. Ça ne m'a pas fait partir ou arrêter la relation. Et c'est vrai qu'il y a eu une première fois qui a été physique, et je m'en rappelle très très bien, enfin je crois que je m'en rappellerai en fait toute ma vie, tellement ça m'avait sidéré, ça m'avait vraiment sidéré. Et je me rappelle en fait que cet homme, quand on s'était rencontrés, il parlait, il était très flatteur par rapport à lui-même, à sa réalisation, il était plein de projets, il était mais vraiment, comment dire ça, en train de parler de tous les contacts qu'il connaissait, quelqu'un de très visiblement stable, intelligent, cultivé, beaucoup de relations, en tout cas il faisait vraiment valoir un univers de qualité et de valeur. Et donc avec une vie, une relation de fait qui était bah, sous une promesse de vie et de réalisation bah, agréable, en tout cas confortable, en tout cas voilà riche des connaissances de chacun. Et en fait, quand on s'est installé ensemble, ça a changé du tout au tout, donc ça a été déjà quelque chose d'assez incroyable parce que ça a vraiment basculé. Donc il s'est montré sous un jour un peu, enfin un peu, on va dire, vraiment plus sombre, très tendu, triste, voire dépressif, hein, et pas très agréable au quotidien, et vraiment uniquement centré sur lui, sa vie. Et à ce moment-là, il cherchait en fait du travail. Donc avec une espèce de retour à la réalité, mais c'est qu'en fait, il n'en trouvait pas. Et donc ça a duré un certain temps quand même, hein, et ça devenait bah, de plus en plus étrange, parce que du coup, moi j'étais de plus en plus isolée, bah, la relation était compliquée, elle n'était pas en tout cas joyeuse, et je me rappelle un soir, j'ai pris le risque parce que il donnait l'impression de faire ce qu'il faut pour y arriver, donc évidemment il ne s'agissait pas de le blâmer, mais j'ai ressenti ce besoin d'exprimer ma difficulté et mon incompréhension et mon souhait de faire évoluer notre couple et de le préserver. Et en fait, dès que j'ai exprimé ma difficulté, et je dirais entre guillemets ma souffrance du moment, heu, il m'a giflé. Et en fait, je me rappelle n'avoir pu mais absolument mais rien dire à ce moment-là, mais tellement que j'étais mais stupéfaite. Je me dis: «Mais c'est incroyable, j'exprime quelque chose qui me traverse, qui est ma réalité, qui est mon vécu», et je reçois une gifle.
Donc j'ai mis du temps hein, à comprendre ce qui se jouait et à mais je ne suis pas partie. Et j'ai continué à nourrir une forme de, oui, on va dire d'espoir et de compréhension. Alors non pas à minimiser, mais en tout cas à donner une chance à notre couple. Et alors c'est vrai que on entend souvent chez les femmes victimes de violences euh, ces difficultés qu'elles ont à quitter l'homme. Alors pas nécessairement à mon avis parce qu'il y a une emprise, bien qu'évidemment ça peut aller jusque-là, mais juste parce qu'en fait il y a tout un tas de, on va dire, de bonnes raisons. Il y a l'espoir que ça change, l'espoir que ça s'améliore, l'espoir qu'il y ait une compréhension, l'espoir qu'on y arrive. Enfin vraiment, il y a tout un tas de facteurs, on va dire, positifs, on va dire favorables, constructif, et puis bien sûr hein, qu'il y a aussi d'autres facteurs comme l'isolement, la peur s'il y a des enfants qui soient retirés de la femme, la pression extérieure, la honte, l'isolement social si ça dure depuis longtemps, la difficulté à parler de la situation parce qu'il y a souvent un sentiment de honte. Voilà, et puis peut-être aussi des histoires de menaces ou de représailles. Et pour ma part, je sais que cet homme avec lequel j'ai vécu quelques années, euh, quand j'ai parlé plusieurs fois de séparation, ça a été pour moi un processus assez long, parce que je pense que quand on parle pas tout de suite, en fait, j'ai envie de dire que on se donne aussi des raisons de rester, parce que bah plus on essaie et plus on se dit qu'on est proche, et genre bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et ben, moi je sais que cet homme est allé jusqu'à vraiment des menaces graves, des menaces de représailles si je partais sur moi, et jusqu'à des menaces de mort, jusqu'à aussi, il a fait du chantage au suicide. Donc c'est vrai que c'est quand même impressionnant que de vivre des relations. Alors oui, alors c'est complètement pervers et tronqué, mais n'empêche que il y a des relations qui se jouent, et c'est vrai que ben il se trouve que j'ai rencontré ça et que j'en ai fait l'expérience à un moment donné. Et cette expérience, moi, me permet d'éclairer un point qui me semble important, même s'il n'est pas souvent débattu ou éclairé, parce que, de fait, on parle évidemment plus de femmes victimes de violences que d'hommes, y compris quand les hommes sont eux-mêmes victimes de violences. Et dans la relation de violence entre un homme vers une femme, on ne parle pas de l'homme en tant que victime. Donc c'est pas tout à fait mon propos, mais mon propos est celui-ci. C'est-à-dire que une relation, ça se joue à deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours la part de l'un et la part de l'autre et que c'est un système interdépendant. Ça ne veut bien évidemment pas dire que les responsabilités sont les mêmes ou que les rôles sont les mêmes, mais ça veut juste dire que c'est un système. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend un schéma homme-femme, donc l'homme est violent, et une femme qui va idéaliser en fait la relation et donc l'homme. Donc ça veut dire que quand on idéalise, ça veut dire que l'homme et on lui attribue un certain nombre de pouvoirs. Et cette femme fantasme ou idéalise un couple, une famille, avoir des enfants. Donc elle a ce rêve de bonheur, de complétude, et donc elle est vraiment dans un idéal. Donc ce qui veut dire que si elle est dans un idéal, elle projette sur l'homme son idéal. Donc ça veut dire qu'elle a des attentes. Et imaginons l'homme dans cette relation qui lui se rêve lui comme étant idéal, non pas pour l'autre, mais pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est tellement centré sur lui que dans son réel à lui, en fait, il est parfait. Et que donc forcément, on ne peut rien lui dire, et que donc forcément, il se rêve comme accompli, en fait, on va dire autosuffisant. Donc quelque part, il n'a pas besoin de l'autre pour la relation, mais il a besoin de la femme pour être flatté et valorisé. Donc la femme, elle va être dans une forme de logique où plus elle va être engagée, ou plus elle va en faire ou faire au mieux, cette tendance à faire au mieux ou à prendre sur soi, et plus en fait elle va être dans l'idée que non seulement c'est possible, mais qu'elle va obtenir et qu'elle s'approche de son rêve et de son absolu. Et donc elle, jusqu'à peut-être même penser qu'elle le mérite avec tout ce qu'elle fait.
Et donc, elle nourrit de plus en plus cet espoir, elle le projette, hein, avec cette espèce de truc terrible qui est que là où elle pense sans doute aimer ou donner de l'amour et de l'attention, en fait, elle est en train d'utiliser l'autre pour matérialiser son rêve. Donc bien sûr qu'il faut de l'amour aussi pour ça, mais il n'est pas forcément nécessaire. Et ça peut être une façon d'être avec quelqu'un juste pour obtenir un couple, des enfants, une relation, enfin en tout cas un rêve qui se matérialise, l'autre étant le levier pour ça. Mais dans ce cas-là, on peut se demander, mais si cette femme est sur ce registre, qu'est-ce qu'il en est de l'autre? Et quand bien même, où est la relation? Et donc, euh, donc ça, c'est premier questionnement. Et puis si on se penche du côté de l'homme, qui lui est, on va dire, parfait, qui a une estime de lui incroyable, bah, en fait, comme lui, il se rêve parfait, il est dans sa réalité où, eh ben, tout est bien pour lui. Il se fantasme, il se plaît ou il se croit arriver quelque part où en fait il n'y est pas, parce que évidemment comme tout le monde il n'est pas parfait, il est dans ce auto-rêve on va dire d'absolu, et évidemment dans son système il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de réalité, il n'y a que lui. Donc si l'autre par moment le ramène au réel et même à elle-même, en fait c'est insupportable en fait. Parce que d'abord il est toujours question qu'on soit centré sur lui, il est toujours question qu'il ne s'agisse que de lui, et donc si on le ramène à l'autre, mais en plus à une difficulté, bah c'est là qu'il va, on va dire, péter un câble, et puis il va soit blâmer, soit frapper, soit accuser, soit dénigrer, enfin en tout cas il va être sur un registre évidemment pas cool. Donc c'est là qu'on voit quand même l'articulation de la relation sur des registres différents mais complémentaires, où dans la relation se joue du coup sur des registres différents des enjeux, et que finalement on est bien loin de l'enjeu qui est le couple. On est bien loin de ça. Et c'est vrai que on peut considérer que bien sûr le fait de désirer une relation de couple, c'est un projet plus beau que d'être égocentré ou narcissique, et on pourrait aller jusqu'au pervers narcissique, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, ce système, il se complète. Et dans les deux cas, en tout cas, il est dysfonctionnel. Il ne fonctionne pas. Et il ne produit que de la violence. Et comme c'est l'homme qui porte évidemment la plus grosse frustration, le plus gros déni de réalité, le plus gros, on va dire, orgueil, et une sorte, on va dire, j'allais dire, d'égoïsme, en tout cas ouais, il est complet à lui tout seul. Il a tellement pas besoin de l'autre que si en plus l'autre parle d'elle, et en plus du couple ou de lui comme étant à un moment donné une difficulté, alors bien évidemment la femme deviendra celle qu'il faut, j'ai envie de dire, abattre en fait, ou en tout cas détruire. Et et la violence est une façon de remédier à cette attaque personnelle, en tout cas du point de vue de l'homme. Donc j'ai envie pas d'amener d'abord une conclusion, mais plutôt une lecture en trois axes sur le fait que la situation que je viens de décrire, elle éclaire trois points. D'abord que il faut se rencontrer, se connaître et entrer en relation. Dans un couple, il faut mettre la relation au cœur du projet. Alors ça peut paraître évident, mais l'enjeu, c'est pas l'un ou l'autre, c'est la relation. Donc il faut qu'il y ait de l'un, donc il faut se connaître soi, il faut se connaître mutuellement, et il faut rencontrer l'autre pour que la relation soit effective. En clair, il faut être dans la vraie vie. Comme vous le savez, comme moi, la vraie vie, elle a rien d'idéal, c'est-à-dire qu'elle est faite de hauts et de bas, de problèmes et de solutions, et que tout humain que nous sommes, eh ben, nous venons avec
nos peurs, nos manques, nos désirs. Voilà, puis quelquefois on rencontre la solitude même quand on est deux, des incompréhensions, la façon que l'autre va avoir de nous aimer ou de nous désirer, et puis aussi accepter dans la relation le fait que l'autre ne nous appartienne pas, c'est-à-dire qu'il peut partir, mais il peut rester, et je le dis bien dans ce sens-là, et il peut rester, mais il peut partir aussi, ça marche dans les deux sens. Et quand on est libre de cette pensée, c'est-à-dire qu'on peut accepter que l'autre reste pour qui nous sommes, mais qu'il peut partir simplement pour qui il est ou pour ce qu'il a à vivre, alors on peut commencer à dire qu'on est en relation. Et j'irai même plus loin avec le fait que pour moi, alors moi c'est vrai que je l'ai rencontré dans une relation après celle-là qui a été particulière, mais je pense qu'il me fallait une espèce de second temps pour me guérir de la précédente. Je dirais que pour moi, la relation, c'est accepter que l'union et l'amour passent l'idée de la mort en fait et de la perte absolue. Et moi, je me rappelle, après cette relation de violence, j'ai rencontré quelqu'un qui, alors c'était comme ça que ça s'est produit, c'est-à-dire qu'au moment où on devait s'installer ensemble, donc il était en train de chez lui de faire ses rangements, tout ça, et en fait il a eu un accident domestique stupide, parce que c'était vraiment, j'ai envie de dire ce mot-là, l'accident était, voilà, enfin bête, mais ça a occasionné une sorte de perte de mémoire partielle, aléatoire et imprévisible. Et en fait, on a vécu mutuellement une sorte de processus de perte et de deuil. Alors, moi, j'ai vécu quelqu'un qui a comme l'oubli de moi et de nous. Lui, la perte de ce qu'il était vraiment avant. Et c'était terrible parce que, évidemment, on était tous les deux en souffrance, mais pour des raisons et sur des formes différentes. Et la relation n'a pas survécu longtemps à ça. Mais en tout cas, ça a été à mon sens, une relation de guérison pour la précédente et jusqu'à rencontrer vraiment l'autre dans la relation d'amour mais aussi de perte avec l'idée de mort, de faire le deuil du vivant de quelqu'un et de voilà, même si l'amour était là, et de vraiment rencontrer ça. Donc quand on peut traverser ça, la relation continue, ça veut dire on se tient la main, on est en bienveillance, et ça veut dire que savoir que l'autre, il est pas là pour nous faire du mal, il est juste là comme il est et avec qui il est, et qu'il ne nous veut mais aucun mal. Il est pas là pour nous faire du tort, et qu'il est là de fait de tout son être. Et j'ai envie de dire que quand on est dans cette, j'allais dire conscience, mais je voulais dire confiance et cet abandon, c'est-à-dire que on donne presque le droit à l'autre de disposer de soi. Ça veut dire qu'on peut s'en remettre à l'autre. On n'a rien à cacher, on n'a rien à défendre, on n'a rien à craindre ni à redouter. En fait, on est euh, notre vie et sa vie euh, euh, ont la même importance. Et ça me fait penser en tantra yoga, une stance qui dit que euh, le couple et la relation, c'est de pouvoir accepter avec, on va dire, la même grâce et la liberté d'être quelquefois pour l'autre le partenaire, donc à la fois sujet dans la relation, mais quelquefois on est objet pour l'autre. Et je trouve moi cette stance merveilleuse parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de valeur, parce que quand il y a cet abandon, mais peu importe qu'on soit objet ou sujet pour l'autre, parce que on n'a rien à craindre. Et dans tous les cas, on garde cette intégrité tout le temps et tout en étant dans une vraie vulnérabilité parce que c'est quand même pas rien d'être complètement entier et nu avec l'autre. Et puis aussi, je dirais, jusqu'à la beauté de s'émouvoir aussi du cadeau que l'autre nous fait de sa propre et entière vulnérabilité et nudité d'âme et de cœur et quand tout ça est en partage. Donc ça, c'est premier axe, la relation. Second axe, pour moi, c'est la réconciliation. C'est-à-dire réconciliation d'abord avec toutes les parts de soi, donc les bonnes et les moins bonnes, donc les bons côtés, les mauvais côtés de soi. On n'est pas toujours incroyable. Et, euh, et pouvoir se dire, moi j'aime bien cette phrase, c'est une thérapeute qui m'a dit ça un jour. Alors c'est une phrase qu'elle se dit à elle, elle me dit, oh, mais ça c'est tout moi.
Et c'est une phrase que j'ai gardée pour moi, et des fois je me dis, oh mais ça c'est tout moi, et de pouvoir en rire. Et évidemment, une réconciliation, je pense que vous l'aurez anticipé, entre le masculin et le féminin. Donc il ne vous aura pas échappé, je pense que actuellement il y a des tensions ou plein d'explorations autour de ces concepts. Mais en tout cas, il y a des tensions, je dirais des zones de conflit, et on sait que quand il y a des conflits, ça engendre de la violence, et j'aimerais utiliser le mot guerre avec, par exemple, des attaques ou des jugements qui peuvent être faites aux uns et aux autres. Moi, je crois profondément, en tout cas, moi je porte ça dans mon essence et dans mon ADN, et je pense profondément que la réconciliation entre les hommes et les femmes est un vrai projet de société. Je pense que c'est même la clé d'un projet de société viable au sens durable, mais au sens pacifié, vraiment apaisé et pacifié. Je crois que les hommes et les femmes doivent tendre à deux, déjà, ça commence là, et collectivement à cette réconciliation, c'est-à-dire à cet amour porté à l'autre et à cette complémentarité des polarités opposées. Polarités qui sont naturellement résilientes, humaines, jouissives et heureuses. Et je crois, moi, à cette unité au cœur de la dualité qui passe par cette réconciliation et du masculin et du féminin, comme une danse avec la vie, donc en relation avec soi, en paix avec l'autre dans sa polarité et donc avec tout le vivant. Pour moi, la paix se pose à cet endroit-là dans la réconciliation entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Enfin, le troisième axe pour moi à questionner, c'est celui de la responsabilité. N'oubliez pas que ceux qui sont violents ou exercent une violence, et par exemple on peut parler des violences urbaines, ça repose la plupart du temps, je fais pas de généralité, mais la plupart du temps sur un mélange de frustration ou sentiment d'injustice, et que eux-mêmes se vivent comme des victimes, tout en étant dans la violence, et pour eux la violence est une façon de dire, et pour eux c'est une solution, c'est une réponse à leur état d'être. Donc ça me permet de dire que ce qui se joue au niveau individuel, sur une entité couple, elle se joue de fait, immanquablement au niveau collectif et sociétal. Et qu'à cette échelle du collectif, il y a évidemment des enjeux qui sont plus ou moins idéologiques, donc plus ou moins politiques, et qui sont comme euh, enfin relatifs à des réalités personnelles. En tout cas, ils sont alimentés par des réalités personnelles, parce qu'on part bien du personnel vers le collectif. Et c'est intéressant de mettre en parallèle avec les profils hommes-femmes la question du collectif, parce que si on prend l'idéologie comme un idéal, rappelez-vous le profil de la femme, mais et que c'est une projection, et que de fait on sait qu'on est loin du réel et du vrai, et qu'on est dans cette lecture de l'idéologie qui se pense aussi depuis le profil de l'homme comme supérieur à l'autre, alors c'est une idéologie qui de fait immanquablement engendre de la violence. Et c'est là l'ultime paradoxe, c'est-à-dire quand l'idéologie ne sert pas la paix et ni le réel, mais qu'elle engendre de la violence. Donc ce troisième point, pour moi, la responsabilité, c'est évidemment pour tous de passer des accusations et de la victimisation, c'est-à-dire quels que soient les rôles, les places, les faits, à la responsabilité, c'est-à-dire chacun sa part. Et en fait, dans cette responsabilité, moi, ça me fait penser à plusieurs choses. J'ai envie de dire que j'ai envie d'ouvrir le champ de, on va dire, deux hypothèses. La première, c'est que c'est une question, hein, c'est une réflexion que je soumets à votre voilà à vous. C'est-à-dire que pour que la violence ne s'exerce plus dans les relations hommes-femmes, dans ce champ-là, mais ni dans le champ du collectif, donc ne faudrait-il pas simplement aimer les hommes pour ce qu'ils sont,
aimer les femmes pour ce qu'elles sont, et que c'est là, je dirais, notre ultime chantier, relation, réconciliation, responsabilité, par la reconnaissance et de ce qui est homme et de ce qui est femme, comme principe fondateur de polarité complémentaire. Et pour autant, ça me fait penser à ce qu'a dit Rosenberg, donc qui est le père de la CNV, donc la communication non violente, et qui a un jour posé cette question qui est: la violence est-elle à éradiquer? Voilà, c'est un autre grand débat et je pense que j'y reviendrai, mais ça me fait penser à ce qu'a dit un jour Gandhi, donc que je vais un petit peu paraphraser, excusez-moi, mais il disait quelque part que s'il avait le choix dans un contexte entre la lâcheté et la violence, il conseillerait la violence. Et je crois qu'il parlait en fait du courage de l'homme fort et qui était de résister au mal, entre guillemets, euh, pour en fait ne pas tuer. Et bien sûr que la non-violence est au-dessus de la violence. Mais c'est un débat intéressant que de parler de lâcheté et ou de violence, et de le ramener aussi au niveau du courage, que je relie aussi à la responsabilité. Alors, pour vraiment clore ici, j'ai envie de parler des méthodes PIT. Rappelez-vous, c'est un système de psychologie énergétique donc que moi j'utilise dans mes accompagnements. Parce que pour moi, depuis toujours, les polarités, les paradoxes, ça fait partie de ce qui m'anime et de comment mettre du sens et de la cohérence dans des systèmes de croyances, de pensée, de fonctionnement. Et donc, les méthodes PIT sont basées avant tout sur un travail avec les polarités qu'on va démontrer, reconnaître et même démonter pour déconstruire des systèmes de croyances en intégrant chaque aspect des polarités pour remplir l'espace entre les deux, permettant en fait de ne plus y être attaché ni de plus s'y identifier. Donc, c'est clair que les méthodes PIT, mais aussi le monde, sauf si vous n'êtes pas sensible à ça, mais on vit dans un monde de polarité. Sur la planète Terre, le monde est polarisé. En bien et mal, avoir raison ou tort, gentil, méchant, victime, bourreau, homme, femme, violence, non-violence, courage, lâcheté. Et les méthodes PIT, mais aussi l'expérience de vie. Moi, mes expériences de vie m'ont montré que les polarités sont toujours les deux faces d'une même réalité et que les polarités travaillent ensemble car elles sont indissociables. Alors j'ai envie de dire que oui, on a ce travail à faire d'une part sur le couple intérieur en soi, je dirais déjà intérieur en soi et pour soi, au niveau symbolique de ce que représente l'énergie du masculin et de féminin, pour aller jusqu'à la paix en soi avec les polarités, pour aller vers des couples incarnés, c'est-à-dire réels, heureux, et j'ai presque envie de dire compétents dans une relation amoureuse, et des couples harmonieux au sens engagé dans des relations belles, non pas parce que parfaites ou idéalisées, donc ça vous avez compris que ça n'engendre pas le meilleur, mais des relations vraies, consenties, conscientes, sensibles, humaines et vivantes. Alors j'ai envie de terminer en saluant le courage dont on peut faire preuve pour aller vivre le meilleur, tout en sachant que rien n'est parfait, de renoncer au pouvoir, parce que tous les jeux de pouvoir nous rendent tous perdants et pour le coup tous victimes, et que c'est pas très intéressant. Je nous renvoie à notre responsabilité et engagement à réfléchir sur la notion de couple et à porter le couple comme pouvant être une ultime solution à la violence et aux violences. Donc, vous voyez un autre paradoxe. Si la violence exerce dans le couple, je pense que les couples, j'ai envie de dire les vrais couples, sont pour moi une solution à la violence. Et je dirais que porter le couple pour aller bien au-delà
et pour que, j'ai envie de dire, que ça envahisse le champ de la vie collective pour aller dans des expériences, je dirais, exponentiellement meilleures, contagieuses, et qui portent le respect mutuel de l'un et de l'autre, dans une réhabilitation et du masculin pour ce qu'il est dans sa dimension la plus sacrée et vivante, et le féminin dans sa dimension la plus sacrée et vivante, et les deux forces étant vitales et incarnées de façon mais très concrète. Donc je pense que nous avons besoin de réfléchir à ces questions et de se rappeler que aucune paix à l'extérieur, dans le couple ou le collectif, n'est possible tant que la paix en soi et avec soi, à l'intérieur de soi, n'est pas effective et faite en ce qui concerne le masculin et le féminin. Et je pense que les violences conjugales sont l'expression de cette paix qui n'est pas euh, rencontrée et réelle et vécue. Donc je pense que nous avons à commencer là, en soi pour soi, à faire notre part, non comme des victimes, mais comme des acteurs de paix euh, qui agissent au niveau de la relation, de la réconciliation et de la responsabilité pour une résilience relationnelle et effective et belle entre les hommes et les femmes, pour que cette polarité devienne créative et créatrice, et qu'elle engendre un monde meilleur. Et ça me donnera l'occasion d'aller prochainement vers voilà une présentation sur le courage aujourd'hui de nos jours, qu'est-ce que le courage, et sur bien sûr la dimension du couple sacré. Voilà, je vous retrouve une prochaine fois.